Il existe un sourire qui n'est pas un sourire. Vous l'avez déjà vu. Toutes les femmes l'ont vu au moins une fois dans leur vie. Il se lit sur le visage de celle qui vous observe d'une distance qui se fait passer pour de la proximité. On y retrouve tous les signes de la chaleur. Les coins des yeux relevés, le regard adouci, la légère inclinaison vers l'avant qui suggère l'attention. Mais en dessous, derrière ces yeux où se cache la véritable personne, se dissimule tout autre chose, quelque chose de froid, quelque chose qui a déjà pris une décision à votre sujet et qui attend simplement le moment opportun pour agir. J'ai vu ce sourire le jour de mon mariage. J'étais debout à l'entrée de la salle de réception, vêtue de ma robe, la musique résonnait, la pièce remplie de tous ceux que j'aimais. De l'autre côté de la salle, près de la famille de mon mari, sa mère me regarda et me sourit. Je croyais que c'était de l'amour. Je pensais qu'elle m'avait enfin accepté. Je pensais que les années de difficulté entre nous s'étaient résolues dans le bonheur de ce jour. Je me suis trompée sur les 3 points. Ce que j'ignorais, ce que je ne pouvais pas savoir alors que je me tenais dans ma robe, sur le seuil d'une salle pleine de gens célébrant ce que je croyais être le début de ma vie, c'est que la femme qui me souriait de l'autre côté de la pièce avait déjà passé un coup de fil 2 semaines avant mon mariage, à une femme qu'elle avait choisie pour me remplacer. Je m'appelle Fatima. Et voici l'histoire d'une guerre dans laquelle j'ignorais être engagée jusqu'à ce qu'elle soit presque terminée. J'ai grandi à Conakry, dans une famille instruite, modeste et profondément fière. Mon père était professeur de lycée. Ma mère tenait un petit atelier de couture dans la pièce principale de notre maison. Ils croyaient au travail, à la dignité et à cette intégrité discrète qui ne s'affiche pas. Ils m'ont élevée dans la franchise, à dire ce que je pensais et à traiter les autres avec le respect que j'attendais en retour. C'est ce que je comprendrai plus tard. Une preuve de mon manque de préparation face à une femme comme Mariama Kouyaté. Mariama était ma belle-mère, la mère de mon mari. Et c'était une stratège, au sens le plus profond du terme. Non pas une femme cruelle au sens strict du terme, pas une femme qui criait, menaçait ou affichait son hostilité. Elle était bien plus subtile. Elle avait passé des décennies à apprendre à façonner le monde qui l'entourait grâce à la patience, au sens du placement et à l'utilisation précise de la chaleur humaine comme d'une arme. Je n'avais rien compris à tout cela lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois. Je ne l'ai compris qu'après qu'elle ait fini. J'ai rencontré Ibrahima Kouyaté lors d'une conférence professionnelle à Dakar. Il avait 32 ans, j'en avais 28. Il travaillait dans la finance. J'étais chef de projet pour une organisation de développement. Nous étions assis à la même table pour une table ronde, puis nous sommes allés prendre un verre avec des collègues. Vers le milieu de la soirée, nous nous sommes retrouvés plongés dans une conversation, à part qui a duré jusqu'à ce que les autres participants se soient discrètement éclipsés. C'était un homme réfléchi et posé. Il parlait des choses avec une précision qui laissait deviner une réflexion approfondie, et non de simples opinions. Il était drôle sans en faire des tonnes. Il s'intéressait à mes idées sans me juger. Bref, c'était un homme agréable, de ceux dont on se souvient longtemps. Nous avons échangé nos numéros. Il a appelé 2 jours plus tard. Nous avons dîné ensemble la semaine suivante. Au bout de 3 mois, j'ai compris que c'était sérieux. Au bout de 6 mois, il m'avait présenté à ses amis les plus proches. À la fin de la première année, il m'avait emmené à Conakry pour me présenter sa famille. La première fois que j'ai rencontré Mariama, elle se tenait dans la cour de la maison familiale à notre arrivée. C'était une femme de grande taille, élégante à la manière des femmes de sa génération qui avaient compris très tôt que la présentation était une forme de pouvoir. Son boubou était impeccable, ses bijoux discrets étaient authentiques. Elle m'a accueillie chez elle avec une chaleur réconfortante. Elle m'a prise dans ses bras. Elle m'a dit avoir beaucoup entendu parler de moi. Ibrahima n'arrêtait pas de parler de moi et elle comprenait pourquoi. Elle m'a installée dans le meilleur fauteuil du salon et m'a servi l'ataya elle-même, sans faire appel à la domestique. Elle m'a posé des questions sur ma famille, mon travail, mes études, mes projets. Toutes ces questions qu'une femme pose lorsqu'elle s'intéresse sincèrement à la personne en face d'elle.
Après cette première visite, je me suis dit « Tout va bien se passer. Elle va m'accepter. » Malgré tous les avertissements que j'avais reçus concernant les belles-mères, cette femme était différente. Je l'ai dit à Ibrahima ce soir-là. Il a souri et a dit qu'il était content. Il a ajouté que sa mère pouvait être difficile, mais qu'elle m'avait visiblement bien appréciée. J'ai gardé ce qui m'avait été clairement pris en compte plus longtemps que je n'aurais dû. Ibrahima m'a fait sa demande 1 an après notre première rencontre. Un soir tranquille dans son appartement à Dakar, sans cérémonie ni geste public. Il avait préparé le dîner et nous étions assis, sur le balcon ensuite. Il m'a dit qu'il voulait passer sa vie avec moi. Il a sorti une bague et j'ai dit oui avant même qu'il ait fini sa phrase. Nous avons appelé sa mère le soir même. La réaction de Mariama, quand Ibrahima le lui a annoncé, était bouleversante. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle était si heureuse. Elle a dit qu'elle avait prié pour cela. Elle a demandé à me parler et quand j'ai décroché, elle a dit « Fatima, ma fille, bienvenue dans cette famille. Je suis si heureuse que mon fils t'ait choisi. » Après avoir raccroché, j'ai gardé le téléphone dans mes mains et j'ai ressenti une chaleur dans ma poitrine que je ne pouvais décrire. La chaleur d'être acceptée, d'être vue, d'être intégrée. J'avais 29 ans et je pensais que cette femme m'aimait. Nos fiançailles ont duré 8 mois. Pendant ces 8 mois, Mariama a participé à l'organisation de notre mariage d'une manière que j'ai d'abord appréciée, puis que j'ai progressivement eu du mal à définir. Elle avait un avis sur tout, le lieu, les couleurs, le repas, la liste des invités, le déroulement de la cérémonie. Elle exprimait ses opinions non pas comme des exigences, mais comme des suggestions, toujours avec la volonté de nous faire plaisir, toujours avec cette chaleur qui avait caractérisé chacune de nos interactions depuis le début. Et quand ces suggestions n'étaient mal et pas suivies, elle ne se disputait pas, elle ne boudait pas. Elle se taisait simplement d'une manière particulière. Puis, quelques jours plus tard, le sujet revenait sur le tapis sous un angle différent, formulé autrement, comme si la conversation précédente n'avait jamais eu lieu. J'ai commencé à décrypter le langage spécifique de cette situation, la façon dont le silence était employé, dont les sujets revenaient sans cesse sur le tapis, dont la chaleur était distillée avec plus ou moins d'intensité selon les besoins. J'ai peu à peu compris que je participais à une négociation à laquelle je n'avais pas consenti, mais je me disais que c'était normal. Je me disais que toutes les mères participaient au mariage de leur fils. Je me disais qu'elle était bien intentionnée. Je me disais beaucoup de choses. Et le jour de mon mariage, elle m'a souri de l'autre côté de la pièce, et je pensais que tout allait bien se passer. Je veux vous parler de la femme nommée Aïssatou. Je n'ai connu Aïssatou qu'au cours de ma 2e année de mariage. J'ignorais son nom, son visage, et qu'elle avait été présentée à la famille de mon mari 4 mois avant la cérémonie. J'ignorais également que ma belle-mère l'avait remarquée, jugée convenable et avait entretenu des relations avec elle et sa famille pendant toute la durée de mes fiançailles, de mon mariage et de la première année de vie conjugale. Je ne savais rien de tout cela parce que personne ne me l'avait dit. Ce que je savais, c'est que durant la 2e année de mon mariage, quelque chose avait changé chez mon mari. Un léger retrait, une présence diminuée, cette particularité d'un homme qui gère une situation en se faisant plus discret plutôt qu'en s'affirmant. Et je savais que sa mère l'appelait tous les jours, comme elle l'avait toujours fait. Mais la qualité des appels avait changé. Ils étaient devenus plus longs, plus intimes. Il les recevait dans d'autres pièces. J'ai remarqué tout cela. Je ne savais pas encore ce que je remarquais. La 2e année, Mariama a commencé à venir plus fréquemment. Elle venait passer 1 semaine à la fois. Durant ses visites, elle était toujours d'une chaleur infinie envers moi. Une chaleur si particulière qu'il est impossible de la contester, car elle ressemblait trait pour trait à l'amour. Elle cuisinait pour Ibrahima. Elle lui racontait des histoires de son enfance. Elle imprégnait l'appartement de sa propre énergie, de sa manière si particulière d'organiser l'espace et de ses rappels subtils et constants de qui il avait été avant moi, d'où il venait et de ce qui comptait pour sa famille. Elle a également mentionné Aïssatou lors de ses visites. Pas directement,
pas au début. Une allusion à une réunion de famille à laquelle Aïssatou avait assisté. Un commentaire sur sa famille à Conakry, sur leur situation confortable. Une mention, une fois, d'une remarque d'Aïssatou que Mariama avait jugée judicieuse. J'ai entendu ces références, je les ai notées. Je n'ai rien demandé. Je n'ai pas posé la question parce qu'en moi, quelque chose ne voulait pas encore connaître la réponse. La réponse est venue malgré tout. L'information est venue par l'intermédiaire de la sœur d'Ibrahima, Kadiatou, la seule personne de la famille incapable de maintenir un mensonge. Non par négligence, mais par une honnêteté involontaire. Elle n'avait jamais appris à dissimuler un mensonge sans que cela ne finisse par se savoir. Nous étions à une réunion de famille à Conakry, la 3e année de mon mariage. Kadiatou et moi nous entendions toujours bien. Elle avait 5 ans de moins qu'Ibrahima, était directe, drôle, et c'était le membre de la famille que j'appréciais vraiment. Nous étions dans la cuisine après le dîner, en train de faire la vaisselle, et elle a dit quelque chose qu'elle ne pensait probablement pas. Elle a dit « Fatima, je veux que tu saches que je n'ai jamais approuvé ce que maman a fait. Je veux que tu le saches. » Je l'ai regardée. Elle comprit aussitôt qu'elle avait dit une bêtise. Son visage se décomposa. Elle tenta de se reprendre. Elle expliqua qu'elle parlait en général, que sa mère pouvait s'immiscer, que ce n'était rien de précis. J'ai posé l'assiette que je l'avais. « Kadiatou, dis-je, dis-moi. » Elle m'a longuement regardée. Puis elle a jeté un coup d'œil à la porte pour s'assurer que personne n'arrivait. Ensuite, elle me l'a dit. Mariama avait identifié Aïssatou 18 mois avant mon mariage. Aïssatou était la fille d'une vieille amie de la famille. Issue d'un milieu respectable, Conakry, musulmane, Soussou, elle avait reçu une bonne éducation et sa famille était connue et approuvée. Elle avait 24 ans lorsque Mariama la présenta à la famille. À ses yeux, elle incarnait tout ce qu'elle avait désiré pour son fils et qu'Ibrahima n'avait pas trouvé en me choisissant. Ce que j'avais mal compris, d'après le récit de Mariama, j'étais originaire de Conakry, mais ma famille n'était pas du bon quartier. Mon père était un instituteur respectable, mais sans relation. J'avais ma propre carrière, mes propres opinions et ma propre façon d'être au monde, qui ne s'imposait pas naturellement aux femmes de la famille d'Ibrahima. J'étais, pour reprendre les termes précis de Mariama, selon Kadiatou, trop moi-même. Elle n'avait jamais eu l'intention de m'accepter. La chaleur de notre première rencontre était orchestrée. Les larmes versées lors de l'annonce de nos fiançailles. Son implication dans l'organisation du mariage. Non pas par enthousiasme, mais par simple surveillance. Elle avait souri à mon mariage non par joie, mais par patience, car elle avait déjà tout prévu et attendait que les choses se réalisent. Elle avait maintenu ses liens avec la famille d'Aïssatou pendant toutes les fiançailles. Elle les avait poursuivis après le mariage. Durant toute la durée de mon mariage, elle avait patiemment construit un autre avenir pour son fils. Elle le présentait à Aïssatou lors des réunions de famille, avec désinvolture et naturel, à la manière des femmes qui savent que la proximité est la meilleure des présentations. Elle gérait le discours autour de moi au sein de la famille. Lentement, avec précaution, elle semait des graines. Kadiatou m'a raconté tout cela dans une cuisine à Conakry, tandis que la vaisselle séchait sur l'égouttoir à côté de nous et que les bruits de la famille parvenaient de la pièce voisine. Quand elle eut fini, je suis restée très silencieuse. « Ibrahima le sait-il » ai-je demandé. Kadiatou me regarda avec une expression que je n'oublierai jamais. Pas de la pitié, quelque chose de plus complexe. « Je pense, » dit-elle prudemment, « qu'il en sait plus qu'il ne vous l'a dit. » Ce soir-là, je suis rentrée en voiture dans notre chambre d'amis et je suis restée longtemps assise au bord du lit. J'ai repensé à ce sourire au mariage. Je l'avais aperçu de l'autre côté de la pièce et j'avais cru que c'était un signe d'acceptation. Je m'étais dit, enfin, elle me voit, elle est heureuse, tout ira bien. Ce sourire avait une toute autre signification. Il signifiait « J'ai déjà lancé le processus. J'ai déjà passé mes coups de fil. J'ai déjà choisi qui prendra ta place. Je souris parce que je suis patient et que je sais comment cela va se terminer. »
Elle avait souri à mon mariage, car elle avait déjà prévu mon remplacement. Je me suis assise sur ce lit et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Pas la dévastation, pas l'effondrement que j'aurais pu anticiper. Clarté. Ce genre de clarté qui survient lorsqu'on parvient enfin à nommer quelque chose qu'on pressentait sans pouvoir le faire. Une clarté à la fois douloureuse et apaisante. Le soulagement de comprendre, même quand ce que l'on comprend est terrible. Je comprenais maintenant pourquoi ces fiançailles m'avaient semblé être une négociation à laquelle je n'avais pas consenti. Je comprenais les visites, les appels téléphoniques et les allusions à Aïssatou. Je comprenais la nature particulière du retrait de mon mari, non pas sa propre décision, ou du moins pas seulement, mais quelque chose qui avait été cultivé, entretenu, lentement fait pousser en lui par une femme qui savait parfaitement comment faire germer les choses chez son fils. J'ai compris ce sourire, et forte de cette compréhension, j'ai pris une décision. Je n'ai pas confronté Mariama ce soir-là. Je n'ai pas confronté Ibrahima. Je suis retournée à la réunion de famille. Je me suis assis avec eux. J'ai été aimable. J'ai mangé et j'ai ri aux moments opportuns. Car j'avais tiré des leçons de ces 3 années passées à observer Mariama. La patience est une stratégie. Le timing est primordial. Je suis rentrée chez moi à Dakar le lendemain matin avec mon mari. J'ai attendu. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai porté une attention nouvelle. J'ai observé les schémas que j'avais remarqués sans les nommer. J'ai observé comment mon mari répondait à ses appels. J'ai observé les sujets précis que Mariama abordait lors de leurs conversations quotidiennes. J'en percevais la trame même, sans entendre les mots. J'ai observé les petites manières constantes dont ma présence dans le mariage avait été, insidieusement, rendue provisoire, temporaire, provisoirement remise en question. Puis, un dimanche soir, 3 semaines après Conakry, je me suis assis avec Ibrahima et je lui ai tout dit. Non pas comme une accusation, mais comme une conversation, claire, complète et sans la colère qui lui aurait permis de se défiler. Je lui ai raconté ce que Kadiatou m'avait dit, je lui ai parlé de ce que j'avais observé et compris. Je lui ai parlé d'Aïssatou, je lui ai parlé des 18 mois qui ont précédé notre mariage. Je lui ai parlé de ce sourire. Il est resté très silencieux tout du long. Il n'a rien nié. Il n'a pas tout confirmé. Assis, les mains jointes, il fixait la table et j'observais son visage, où se manifestait le malaise particulier d'un homme qui vivait entre 2 mondes et dont la supercherie avait été découverte. Quand j'ai eu fini, j'ai dit « Je ne te demande pas de choisir entre moi et ta mère. Je te demande d'être honnête avec moi sur ce qui s'est passé. Et sur ce que tu veux. » Il resta longtemps silencieux, puis il a dit « Elle est bien intentionnée, Fatima. » Et j'ai alors su ce que j'avais besoin de savoir. Un mariage ne se termine pas par une simple conversation. Il se termine comme il a commencé, lentement, par accumulation, par les petits choix quotidiens qui, mis bout à bout, tracent une direction. Au cours des mois suivants, Ibrahima et moi avons eu de nombreuses autres conversations. Certaines étaient sincères, d'autres étaient de celles où l'on prétendait dire la vérité tout en se protégeant de la vérité. Nous avons essayé. Je tiens à préciser que nous avons vraiment essayé. Mais certaines choses, une fois vues, ne peuvent plus être oubliées. Certaines architectures, une fois dévoilées, ne peuvent plus être vécues de la même manière. Je comprenais maintenant que j'avais été en compétition dès le premier jour, que la femme qui m'avait enlacée dans cette cour à Conakry n'avait jamais été de mon côté, que sa chaleur était calculée, ses larmes jouées, et son sourire à mon mariage, celui d'une femme qui connaissait déjà la fin avant même que tout ne commence. Et j'ai compris quelque chose chez Ibrahima, plus difficile à nommer et à accepter, qu'il en savait plus qu'il ne l'avait dit. Pas tout, certes, mais suffisamment. Il avait préféré le confort du silence à l'honnêteté, qui l'aurait obligé à se placer entre sa mère et sa femme et à faire un vrai choix. Et ce choix, celui de ne pas choisir, était en lui-même une forme de réponse. Le divorce a été prononcé un jeudi après-midi.
J'ai signé les papiers d'une main lisible dans le cabinet d'un avocat à Dakar, et je suis retournée travailler ensuite. Je veux vous raconter la suite, non pas parce que l'histoire devient plus simple, elle ne l'est pas. La fin d'un mariage, c'est la fin d'une version de votre vie que vous aviez imaginée, et le deuil qui en découle est bien réel et prend du temps. Mais j'avais tiré une leçon de mes 3 années passées avec Mariama Kouyaté. Une stratégie sans amour n'est que manipulation. Une stratégie empreinte d'amour, mise au service de la construction d'une réalité tangible, et toute autre chose. C'est ainsi que l'on bâtit une vie qui nous appartient. J'avais toujours été douée pour mon travail. Je l'avais quelque peu mis de côté pendant mon mariage. La gestion constante d'un foyer en proie à des conflits internes m'avait accaparé bien plus que je ne l'admettais. À présent, je m'y consacrais pleinement. 1 an après mon divorce, j'ai été promue responsable de programme senior. 2 ans plus tard, je dirigeais une équipe de 12 personnes. 3 ans plus tard, on m'a proposé un poste de directrice régionale, impliquant un déménagement à Nairobi. Un poste pour lequel je n'aurais jamais été prise en considération si j'avais consacré mon énergie à un mariage qui se retournait contre moi. J'ai accepté le poste. Ce premier matin, dans mon nouveau bureau à Nairobi, je contemplais une ville que je ne connaissais pas encore et je repensais à ce sourire, à cette femme qui avait souri à mon mariage et qui croyait connaître la fin de l'histoire. Elle connaissait la fin d'une histoire. Elle ignorait que la fin de cette histoire était le début d'une autre. Je ne vais pas vous dire que j'ai pardonné à Mariama. Ce n'est pas le sujet. Le pardon est une affaire personnelle qui suit son propre rythme et quiconque prétend qu'il doit arriver à une date précise n'a jamais vraiment souffert. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai cessé de lui laisser le pouvoir de définir le sens de ma vie, que j'ai cessé de construire ma compréhension de moi-même en fonction de ce qu'elle pensait de moi et de ce qu'elle avait tenté de faire, que j'ai repensé à ces 3 années de mariage et que je n'y ai pas vu des années perdues, mais une femme en devenir, apprenant des choses qu'on ne peut apprendre autrement, développant une acuité de perception, une patience et une intelligence stratégique que je ne possédais pas avant de rencontrer Mariama Kouyaté. Elle avait essayé de me remplacer. Elle n'avait pas compris qu'on ne peut pas remplacer quelqu'un qui n'a jamais été un simple bouche-trou. Je n'étais pas un remplaçant. Je n'étais pas un candidat recalé. J'étais une personne à part entière, avec ma propre voix, qui ne dépendait ni de son approbation, ni de la loyauté de son fils, ni de l'avenir précis qu'elle avait imaginé pour moi. Elle avait souri à mon mariage parce qu'elle pensait savoir comment l'histoire se terminait. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'histoire qu'elle pensait terminer n'était pas celle que je racontais. La mienne ne faisait que commencer.